Depuis le début, lorsque ce nom a résonné pour la première fois dans l'esprit des gens, il a été relégué au rang de mythe et de légende, comme les contes de fées sur les licornes et la chasse aux trésors de pirates. Ce n'était qu'une histoire, rien de plus. Intéressante, mais irréelle. Mais que se passerait-il si ce n'était pas aussi simple? Et si l'Atlantide avait réellement existé? De plus, et si elle était le chaînon manquant de notre évolution spirituelle? Une partie de nous-mêmes, intentionnellement cachée, déformée et enfouie sous les couches des âges. On pensait que l'Atlantide avait disparu sous les eaux. Mais si elle était en réalité enterrée dans notre mémoire, se cachant à la vue de tous, non pas comme un lieu à découvrir, mais comme une conscience à se rappeler. Il ne s'agit pas seulement de villes perdues et de temples engloutis. Il s'agit d'une fréquence oubliée. Et si vous êtes ici, il est possible que quelque chose en vous le sache déjà. Atlantide. Le mot lui-même suscite la crainte, réveille des souvenirs de quelque chose d'ancien, de puissant et de presque familier. Vous avez déjà entendu cette histoire. Une civilisation puissante, dotée d'une connaissance et d'une force immense, anéantie en un seul jour et une seule nuit. Cette version de l'histoire remonte à Platon, un philosophe grec qui vécut il y a plus de 2000 ans. La plupart des gens rejettent son récit, le considérant comme une métaphore, une parabole de mise en garde. Mais si ce n'était pas le cas? Et si Platon n'avait pas inventé l'Atlantide, mais s'en était souvenu? Dans ses dialogues Timée et Critia, Platon affirmait que cette histoire avait été transmise par des prêtres égyptiens par l'intermédiaire de Solon, l'un des plus sages législateurs d'Athènes. Il parlait d'un continent au-delà des colonnes d'Hercule, aujourd'hui connu sous le nom de détroit de Gibraltar, une terre surpassant toutes celles connues à l'époque, qui avait grandi en puissance et était tombée à cause de la corruption. Pourtant, au lieu de croire Platon, des générations de chercheurs l'ont qualifié d'allégorie, de fable, destinée à illustrer des idées philosophiques. Mais il convient de se demander pourquoi l'un des plus grands penseurs de l'histoire aurait eu besoin d'inventer une telle histoire? Quelle vérité se cache derrière ces mots? Et comment cette histoire pourrait-elle changer notre compréhension du monde et de nous-mêmes? Parmi les penseurs éminents dont les travaux ont eu une influence considérable sur le cours de l'histoire, une question se pose souvent. Pourquoi décrire avec autant de détails ce qui était initialement conçu comme une fiction? Platon, l'un des philosophes les plus respectés, n'était pas enclin à l'imprécision. Il a présenté l'Atlantide avec une précision étonnante, en accordant une attention particulière à sa situation géographique, à ses caractéristiques architecturales, à sa structure sociale, et surtout, à ses valeurs. Il l'a décrite comme une terre fondée sur l'ordre divin, où l'existence spirituelle et matérielle étaient autrefois en harmonie. Parallèlement, il a également raconté sa chute, qui s'est produite non pas sous l'effet de forces extérieures, mais de l'intérieur. L'avidité a supplanté la vertu. L'égoïsme a prévalu sur la sagesse. Et c'est ce déséquilibre entre la force spirituelle et la perversité humaine qui a conduit à sa perte. Ce n'est pas qu'une légende. C'est une mise en garde. Mais Platon n'était pas le seul. Si l'on regarde le monde, on peut découvrir des échos de l'Atlantide, cachés à la vue de tous. Les Mayas ont transmis des histoires sur une terre perdue appelée Aztlan, qui aurait disparu sous les vagues. Les textes hindous mentionnent une civilisation très avancée appelée Kumarikandam, engloutie par l'océan. Les indigènes des îles du Pacifique parlent de la Lémurie, un autre royaume ancien, perdu dans le temps. Même les premiers écrits égyptiens font allusion à une époque oubliée avant l'ascension de l'Égypte dynastique, un âge d'or qui a mystérieusement disparu. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des fragments, des bribes d'une mémoire globale, enfouis sous des couches de conquête, de traduction et de moquerie. Il y a une raison particulière pour laquelle ces histoires ont la même structure. Une civilisation prospère qui s'est effondrée lorsqu'elle a perdu le contact avec son noyau spirituel. Il ne s'agit pas de mythe. Il s'agit de mémoire. D'une mémoire collective, codée, transmise par des histoires, car les manuels d'histoire ne les contiendront jamais. Mais pourquoi cacher cela? Parce que l'Atlantide représente plus qu'une simple ville. Elle symbolise le potentiel humain. Ce dont nous étions autrefois capables et ce dont nous pouvons être capables à nouveau. Et pour ceux qui sont au pouvoir, il n'y a rien de plus dangereux qu'une population qui se souvient de ce dont elle est réellement capable. Beaucoup de choses ont changé. Le récit dominant présente le temps comme une ligne droite, nous menant inexorablement vers l'avant. Mais si ce n'était pas le cas? Et si nous avions déjà emprunté cette voie? Technologiquement avancée, spirituellement unie, prospérant à une échelle incompréhensible pour la société actuelle. Et puis, à cause de l'orgueil et du déséquilibre, tout s'est effondré. Et si le monde moderne, avec ses écrans et ses systèmes, n'était qu'une pâle imitation de ce qu'était autrefois l'Atlantide? Si vous vous êtes déjà regardé autour de vous et avez senti qu'il manquait quelque chose de vital, quelque chose de profond et d'ancien, vous ne vous trompez pas. Ce sentiment, ce désir ardent, est un fil qui vous ramène à une vérité que vous avez toujours connue,
même si personne ne vous l'a jamais dite. Il ne s'agit pas de nostalgie. Il s'agit de réminiscence. Car l'Atlantide n'est pas qu'une histoire du passé. C'est un miroir pour le présent. Et une fois que vous commencez à le voir clairement, vous ne pouvez plus l'ignorer. On nous a appris à considérer la technologie comme quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Des fils, des machines, des métaux froids conçus pour la vitesse et la commodité. Mais la technologie de l'Atlantide n'était pas comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Elle n'était pas construite pour la domination ou la distraction. Elle était construite pour l'harmonisation. La technologie atlante était spirituelle par nature. Ce n'était pas quelque chose que vous utilisiez. C'était quelque chose sur quoi vous vous accordiez. Une résonance entre la matière et l'esprit, un pont entre le physique et le divin. Imaginez une société où l'énergie n'était pas extraite de la terre par la destruction, mais canalisée par l'intention. Où les temples n'étaient pas de simples lieux de culte, mais des chambres de fréquence, amplifiant le son, la lumière et les vibrations pour harmoniser l'âme. Où les cristaux n'étaient pas des bibelots décoratifs, mais des outils vivants, des appareils conscients conçus pour stocker des informations, conduire l'énergie et faciliter la guérison et l'évolution. Selon de nombreux enseignements ésotériques, notamment la théosophie, la sagesse de la Lémurie et de l'Atlantide, ainsi que les lectures d'Edgar Cayce, l'Atlantide a atteint des sommets incroyables dans la science spirituelle, où la conscience et la technologie ont fusionné. Les habitants de ce continent mythique maîtrisaient les secrets de la gestion de l'énergie, utilisant les vibrations sonores, la géométrie sacrée et les propriétés naturelles des pierres. Les pyramides, érigées avec une précision laser, ne servaient pas de tombes, mais de puissantes centrales électriques. Les obélisques n'étaient pas de simples monuments, mais une sorte de diapason. Les cristaux, en particulier le quartz clair et d'autres, abondants sur les terres atlantes, auraient alimenté en énergie des villes entières, sans utiliser de combustible fossile ni de fil, mais en s'appuyant sur la résonance harmonique et la lumière. Il ne s'agissait pas de simples mythes, mais de méthodes avancées de manipulation de la fréquence, en avance sur la science moderne de plusieurs milliers d'années. Le son jouait un rôle essentiel dans ce système. Les Atlantes comprenaient que l'univers est une vibration et que tout ce qui existe, une pensée, une émotion, un corps, une planète, possède une fréquence spécifique. En utilisant des tons spécifiques, ils pouvaient modifier les états de conscience, guérir les maladies et même manipuler la lévitation des objets. Les anciens textes sanscrits mentionnent des mantras capables de modifier la réalité. Les temples égyptiens conservent les échos de chants harmonisant les chakras, et les bols chantants tibétains conservent encore les vestiges de ces connaissances anciennes. L'Atlantide n'a pas inventé ces vérités, elle s'en est simplement souvenue. Cependant, avec le temps, lorsque l'ego a pris le dessus et que la soif de pouvoir a éclipsé les véritables objectifs, ces connaissances ont été utilisées à mauvais escient. Ce qui était autrefois sacré est devenu corrompu. Les cristaux, programmés pour la guérison, sont devenus des instruments de contrôle. Le son, destiné à élever, s'est transformé en un moyen de manipulation. Certaines sources affirment que, dans la dernière ère de l'Atlantide, les outils mêmes qui élevaient leur conscience ont fini par la déstabiliser. Ils ont tenté de soumettre l'énergie à leur volonté, au lieu de suivre la sagesse. Et ce déséquilibre, cette distorsion de la technologie sacrée, a accéléré leur chute. Ce n'est pas qu'une fantaisie, c'est un miroir. Aujourd'hui, nous tenons entre nos mains des appareils qui émettent des fréquences que nous comprenons à peine. Le Wi-Fi, le Bluetooth, la 5G, tout cela fait partie d'un système complexe. La vie quotidienne est remplie de vibrations invisibles qui pénètrent dans nos corps et nos maisons. Nous sommes entourés de fréquences, mais malheureusement coupés de la vérité qui les régissait autrefois. La technologie de l'Atlantide n'était pas basée sur du code ou des écrans. Elle était organique, vivante, synchronisée avec les rythmes de la Terre et du cosmos. La raison pour laquelle ces connaissances ont été enfouies est qu'elles menacent les fondements de tout ce qu'on nous a fait croire. Si vous saviez que votre corps est un appareil de fréquence, que votre voix est capable de guérir et que votre esprit peut canaliser l'énergie, comment cela changerait-il votre vie? Les Atlantes n'étaient pas des dieux. C'étaient des humains qui se souvenaient. Et nous ne faisons que recommencer à nous souvenir. Il ne s'agit pas de cristaux sur des étagères ou de bains sonores pour la relaxation. Il s'agit de révéler ce qui sommeille en vous. La technologie de l'Atlantide n'a pas été construite. Elle a été incarnée. Et plus nous nous éloignons de notre monde intérieur, plus nous oublions que le véritable pouvoir ne vient pas des outils, mais de la conscience qui les sous-tend. L'Atlantide n'est pas tombée à cause d'une catastrophe naturelle. Ce n'est qu'une version que l'histoire utilise pour garder l'histoire superficielle. Oui, les textes anciens parlent de tremblements de terre, d'inondations et de la disparition de l'île sous la mer. Mais ce n'était que le dernier acte. Le véritable effondrement a commencé bien avant que la terre ne tremble, lorsque l'esprit des gens a tremblé. La cause de la chute de l'Atlantide n'était pas la nature.
C'était un abus de pouvoir, une décadence spirituelle. Une civilisation qui vivait autrefois en harmonie avec les lois supérieures a commencé à s'effondrer de l'intérieur. Pendant des millénaires, l'Atlantide a été considérée comme un phare d'alignement divin. Les gens vivaient en harmonie avec l'ordre cosmique. Leur technologie était guidée par la sagesse. Leurs dirigeants étaient choisis non pas pour leur ambition, mais pour la pureté de leur cœur. Ils se souvenaient que tout, le gouvernement, la science, la spiritualité, devait servir l'âme. Mais avec le temps, des fissures sont apparues. La curiosité s'est transformée en arrogance. L'exploration de soi a cédé la place au pouvoir sur tout. Les habitants de l'Atlantide, autrefois humbles compagnons de la nature, ont commencé à croire en leur capacité à la dominer. L'élite spirituelle, les rois prêtres, les scientifiques et les sages se sont divisés. Certains ont continué à suivre la voie de la lumière. D'autres, attirés par la séduction de la manipulation, de l'égoïsme et de la désunion, ont tourné leur regard vers l'intérieur. Ce n'était pas une guerre au sens habituel du terme. C'était une fracture énergétique, un fossé entre la conscience supérieure et les désirs inférieurs. Et une fois cette division enracinée, elle s'est propagée comme un feu de forêt. Les technologies avancées, qui servaient auparavant à guérir et à élever, ont été détournées vers la surveillance, l'armement et le maintien du pouvoir. L'équilibre énergétique qui maintenait l'Atlantide unie a commencé à s'effondrer. La Terre a réagi non pas par vengeance, mais par nécessité. Lorsque les fondations spirituelles s'effondrent, le monde physique suit. Dans ses prédictions, Caïs a mentionné les fils de la loi de l'un et les fils de Bélial, deux courants philosophiques et spirituels en Atlantide. Les uns soutenaient l'unité, l'alignement divin et le service aux autres. Les autres ont adopté le matérialisme, le profit personnel et la manipulation de la force vitale à leurs propres fins. Cette tension s'est accumulée pendant des siècles, jusqu'à finalement faire pencher la balance. La destruction n'a pas été un acte de colère ponctuel, mais la conséquence logique d'un déséquilibre énergétique qui ne pouvait plus se maintenir. Et c'est là que cela devient inconfortable. Parce que leur histoire est notre histoire. Regardez autour de vous. Nous vivons à une époque de pouvoir immense. Pourtant, nous sommes plus déconnectés que jamais de l'âme de ce pouvoir. Nous avons accompli des prouesses technologiques, mais nous avons oublié la sagesse nécessaire pour les gérer. Nous manipulons l'énergie, le temps, la biologie, et pourtant notre santé mentale s'effondre. Notre lien avec la nature s'estompe, et notre compréhension de l'esprit est soit ridiculisée, soit commercialisée. Cela vous semble familier? L'Atlantide n'est pas qu'une ville perdue sous l'océan. C'est le reflet des choix auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous sommes sur le même bord du précipice. La tentation d'utiliser la conscience pour contrôler plutôt que pour aider, pour créer plutôt que pour harmoniser, pour dominer plutôt que pour coopérer, persiste. La division entre ceux qui se souviennent de la loi de l'unité et ceux qui recherchent l'illusion du pouvoir s'intensifie. C'est pourquoi l'histoire de l'Atlantide a été qualifiée de mythe. Parce que si nous la prenions au sérieux, si nous comprenions vraiment sa signification, elle nous obligerait à nous regarder dans le miroir. Elle nous montrerait que ce qui s'est passé dans le passé peut se reproduire. Et que nous sommes en train de déterminer quelle version de l'histoire nous allons reproduire. La chute de l'Atlantide n'était pas une punition. C'était une conséquence. C'était le résultat d'une civilisation qui avait oublié la source de sa propre force. Une société qui a atteint des sommets incroyables parce qu'elle se souvenait de qui elle était, et qui est tombée parce qu'elle a choisi d'oublier. La mise en garde n'est pas ancienne. Elle est intemporelle. Et il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de choix. L'histoire est écrite par ceux qui profitent de l'oubli. Et en ce qui concerne l'Atlantide, l'oubli n'a jamais été accidentel. Il a été planifié. Et si l'histoire n'avait pas été enfouie par le temps, mais par un dessein? Et si les connaissances sur l'Atlantide n'avaient pas simplement disparu sous l'eau, mais avaient été intentionnellement cachées pour maintenir l'humanité en sommeil? Parce que l'Atlantide ne menace pas seulement les chronologies historiques. Elle menace tout le fondement de la façon dont nous nous percevons. Après la chute, on dit que les survivants de l'Atlantide se sont dispersés dans le monde non pas comme des réfugiés, mais comme des semeurs de connaissances. Ils ont emporté avec eux des fragments de ce qui était autrefois des sciences sacrées, des connaissances sur les étoiles, des pratiques spirituelles qui gouvernaient autrefois une société conforme à la loi divine. Ces survivants n'ont pas disparu dans l'histoire. Ils en sont devenus les architectes cachés. Ils ont fondé les écoles de mystère de l'Égypte, codifié les connaissances dans les temples, les pyramides et les traditions orales. Ils ne l'ont pas crié sur les toits. Ils l'ont caché dans des symboles, dans des récits et des structures anciennes, accessibles uniquement aux initiés. Regardez les chefs-d'œuvre architecturaux de l'Égypte ancienne. La précision des pyramides, le symbolisme des hiéroglyphes, l'orientation des monuments vers les phénomènes célestes.
Ce ne sont pas les créations de civilisations primitives, mais les échos d'époques révolues. Des empreintes digitales atlantéennes gravées dans la pierre. Le grand sphinx, tourné vers le soleil levant lors de l'équinoxe de printemps, est plus ancien qu'on ne le pense. Les scientifiques affirment que les traces d'érosion hydrique ne correspondent pas à son âge supposé. Pourquoi est-ce important? Parce que si la chronologie est erronée, tout le récit historique que nous avons construit l'est aussi. Les prêtres d'Égypte le savaient. Les initiés des écoles de mystère apprenaient à se souvenir non seulement avec leur esprit, mais aussi avec leur esprit. Ils travaillaient avec les vibrations, les couleurs, la géométrie et la respiration. Ils ne vénéraient pas les dieux, mais étudiaient les lois universelles qui régissent l'énergie, la pensée, la manifestation et la conscience. Les mêmes lois qui guidaient autrefois les Atlantes, avant qu'ils ne les oublient. Puis il y a eu un point de bascule. Des empires ont émergé, des religions se sont formées, et avec elles, le contrôle. Le pouvoir s'est consolidé non pas par la connaissance, mais par le dogme. Les bibliothèques ont brûlé, les enseignements ont été déformés. Ceux qui se souvenaient étaient persécutés comme hérétiques, sorcières ou fous. L'Empire romain, l'Église, les empires coloniaux, ils n'ont pas seulement conquis des terres, ils ont conquis la mémoire. Et donc, ce qui ne pouvait pas être effacé a été rebaptisé mythe. L'Atlantide est devenue un fantasme. La Lémurie, un conte de fées. Les enseignements d'Hermès ont été dilués dans la superstition. Les traditions ésotériques ont été soit anéanties, soit passées dans la clandestinité. La sagesse n'a jamais été perdue, elle a été cachée. Cachée dans des symboles, cachée dans le langage, cachée à la vue de tous, et surtout, cachée en l'homme lui-même. Car le déguisement le plus insidieux ne se trouvait pas dans les manuels scolaires ou les temples, mais dans la psyché humaine. Si vous convainquez les gens qu'ils sont ordinaires, vulnérables et coupés de la source, ils ne poseront jamais les vraies questions, ils ne commenceront jamais à chercher la vérité. Les gens commenceront à chercher ce qui est caché au plus profond d'eux. Ils chercheront des réponses dans des structures externes, et non dans leur propre connaissance intérieure. C'est là que réside le piège. Et il a fonctionné pendant des siècles. Mais maintenant, des fissures apparaissent. Les gens se réveillent, se souvenant de choses qu'on ne leur a jamais enseignées. Ressentant une attirance pour des symboles, des sons, des traditions qu'ils ne peuvent expliquer. Ils ressentent un appel non pas à croire en l'Atlantide, mais à s'en souvenir. Et quand suffisamment de gens se souviendront, le récit ne pourra pas tenir. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire par curiosité. Il s'agit de récupérer leur héritage. L'Atlantide n'est pas qu'une histoire ancienne. C'est la pièce manquante de leur identité spirituelle. La partie qui a été cachée non pas pour les protéger de la vérité, mais pour protéger le système de leur découverte. Tout le monde ne le ressentira pas, mais ceux qui le ressentent, ceux qui ont l'impression de n'avoir jamais appartenu à cet endroit, qui ont toujours ressenti quelque chose de plus profond sous la surface de la vie, portent souvent en eux quelque chose d'ancien, quelque chose de plus vieux que cette vie, de plus vieux que ce monde tel qu'ils le connaissent. La mémoire de l'Atlantide ne vit pas seulement dans les livres ou les ruines. Elle vit dans les gens. Et s'ils ont trouvé le chemin ici, elle peut vivre en eux. Il existe un certain type d'âme qui traverse la vie avec le sentiment inébranlable qu'il manque quelque chose d'important. Pas au sens matériel, mais au sens spirituel. Ils ont essayé de suivre le scénario que la société leur a donné. Aller à l'école, obtenir un emploi, courir après un rêve, mais le rêve semblait vide. Il semblait déconnecté, comme si la vie était destinée à quelqu'un d'autre. Cette douleur, cette anxiété, ce n'est pas un manque. C'est un signal, une impulsion silencieuse d'un ancien « moi » qui traverse le temps pour leur rappeler qu'ils ont déjà été ici. De nombreuses traditions ésotériques parlent d'Atlantes réincarnées, des âmes qui ont vécu pendant l'apogée et la chute de l'Atlantide, qui reviennent maintenant dans cette vie pour aider à élever la conscience et à empêcher l'humanité. Les informations présentées ne sont pas de simples réflexions curieuses pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité. Ce sont des messages destinés à ceux qui se sont déjà éveillés spirituellement. On n'est pas attiré par hasard par la sagesse ancienne. On s'en souvient plutôt. L'attirance pour les cristaux, les pratiques énergétiques, la symbolique ancienne et la géométrie sacrée ne vient pas de la mode, mais parce que l'âme sait déjà comment travailler avec elle. Peut-être que l'on remarque sa sensibilité accrue. On ressent les émotions des autres plus fortement que la plupart des gens. On capte l'énergie dans les pièces, on voit intuitivement les mensonges et on est épuisé par les conversations vides. Beaucoup considèrent cela comme un excès. Mais si c'était l'inverse? Et si l'on n'était pas trop sensible, mais simplement plus éveillé que les autres? Cette sensibilité accrue n'est pas une faiblesse, mais un signe d'une mémoire ancienne. Les Atlantes étaient profondément à l'écoute des fréquences, des émotions et de l'intuition. On n'est pas brisé, on se souvient.
Peut-être que l'on a toujours ressenti une attirance pour les civilisations anciennes, les terres sacrées ou les symboles qui semblent familiers, même si l'on ne comprend pas pourquoi. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des empreintes. Et plus on les suit, plus elles commencent à révéler ce qui sommeille à l'intérieur. Des rêves qui ressemblent davantage à des souvenirs. Des compétences que l'on n'a jamais apprises, mais que l'on comprend d'une manière ou d'une autre. La façon dont certaines vérités résonnent dans tout son être, même si personne autour de soi ne le comprend. L'individu n'a pas besoin de validation extérieure de son être. La connaissance réside en lui. Cela a toujours été le cas. Les Atlantes réincarnés ne sont pas supérieurs aux autres. Ils ne sont pas destinés à diriger des cultes ou à fonder des religions. Leur rôle est subtil, mais vital. Ils sont des guérisseurs, des chercheurs de vérité, des perturbateurs du système, ceux qui ressentent trop et remettent tout en question. Leur présence sur Terre en ce moment n'est pas un hasard. À mesure que la conscience évolue, ils s'activent discrètement, puissamment et collectivement. Leur mission n'est pas de restaurer l'Atlantide dans son ancienne gloire, mais plutôt la fréquence. D'incarner cette même harmonie entre l'esprit et la matière qui. Cette civilisation a autrefois donné le ton, et il est maintenant nécessaire de rappeler aux autres que ce niveau de conscience n'est pas perdu. Il est simplement oublié. Aucun étiquetage n'est nécessaire. Aucune permission n'est requise. Même la certitude n'est pas une condition préalable. Si une partie de cela résonne en vous, si cela pénètre plus profondément que les mots ne peuvent atteindre, alors tout est déjà connu. Les souvenirs ne surgissent pas par l'esprit. Ils surgissent par la résonance. Et si tout l'être se penche en avant en ce moment, ce n'est pas par curiosité. C'est par reconnaissance. L'individu n'est pas ici par hasard. Il n'a pas trouvé ce message. Il y a répondu. L'héritage de l'Atlantide n'est pas laissé derrière. Il s'éveille à l'intérieur. Il arrive un moment dans le voyage de chaque chercheur où la question change. Il ne s'agit plus de savoir si l'Atlantide a réellement existé, mais plutôt de se demander si elle a toujours été à l'intérieur. Au début, c'est subtil. Un rêve qui persiste plus longtemps qu'il ne le devrait. Une conversation qui semble étrangement familière. Un attrait pour les étoiles, pour les textes anciens, pour les fréquences et les enseignements que l'esprit rationnel ne peut pas expliquer, mais que l'âme comprend instantanément. Ce n'est pas de l'imagination. C'est de la mémoire. L'esprit atlantéen ne s'éveille pas par la connaissance. Il s'éveille par la vibration. En Atlantide, l'esprit n'était pas séparé de l'âme. L'intellect et l'intuition travaillaient ensemble. La pensée était un outil de la conscience, pas une cellule. Éveiller l'esprit atlantéen aujourd'hui, c'est restaurer cette unité, se souvenir que la conscience n'est pas limitée aux limites de ce monde. Les Atlantes comprenaient ce que la science moderne ne fait que redécouvrir. Que l'esprit n'est pas un produit du cerveau. C'est un champ, une fréquence, un pont entre le visible et l'invisible. Et ce pont est toujours à l'intérieur. Chaque fois que l'on médite et que l'on sent sa conscience s'étendre au-delà du corps, on revient à cette fréquence. Chaque fois que l'on aligne sa respiration avec son intention, chaque fois que l'on utilise le son pour modifier son état, chaque fois que l'on choisit le silence plutôt que le bruit, on se reconnecte à une façon d'être. Quelque chose qui a été autrefois réprimé, ridiculisé et oublié, mais qui n'a jamais disparu sans laisser de traces. Il vit dans votre biologie, dans votre champ énergétique, dans votre connaissance. Vous n'éveillez pas l'esprit atlantéen en redoublant d'efforts. Vous l'éveillez en vous accordant à lui. Le silence devient la porte d'entrée. La respiration devient la clé. Le mouvement devient le souvenir. Plus vous vous libérez de ce qui a été mis en vous, les limitations, les peurs, la séparation, plus vous créez d'espace pour ce qui a toujours été là. Et ce qui revient, ce n'est pas de l'information. C'est de la résonance. Vous commencez à vous souvenir comment écouter sans entendre, voir sans regarder, ressentir sans avoir besoin d'explication. L'état de conscience atlantéen était vaste. Il ne s'intéressait pas à dominer les autres, mais à l'harmonie en soi. Chaque individu était considéré comme un nœud dans un réseau d'énergie beaucoup plus vaste, interconnecté avec les autres, la Terre, les étoiles et la source de toute vie. L'expérience humaine n'était pas séparée du divin. C'était un chemin vers lui. Éveiller l'esprit atlantéen aujourd'hui, c'est choisir de vivre à partir de cette connaissance. Cela signifie se souvenir que vos pensées façonnent la fréquence, vos émotions sculptent la réalité et vos croyances agissent comme des diapasons pour le monde que vous expérimentez. Et ce n'est pas toujours confortable. Lorsque les anciens programmes tombent, on peut avoir l'impression de perdre pied. Les amis peuvent s'éloigner. Les passions peuvent changer. Vous pouvez ne plus tolérer le bruit dans lequel vous viviez autrefois. Cela fait partie du processus. Vous ne vous effondrez pas. Vous vous révélez. Le chemin atlantéen n'est pas linéaire. Il est en spirale. Il serpente. Il teste.
Mais chaque retour vous amène plus profondément dans la vérité. Vous n'êtes pas ici pour fuir le monde. Vous êtes ici pour le transformer, pour apporter la lumière là où il y a de la confusion. Pour incarner la fréquence du souvenir si pleinement que les autres commencent à la ressentir également, sans même un mot. C'est ainsi que l'esprit atlantéen se répand. Non par la force, mais par la fréquence. Non par les sermons, mais par la présence. Tout commence par une simple question que le temps lui-même murmure. Et si la réponse était déjà connue, si l'Atlantide n'était qu'un mythe, personne ne se soucierait de savoir si vous y croyez ou non. Aucun institut scientifique ne ferait autant d'efforts pour la nier. Les scientifiques ne la ridiculiseraient pas avec une telle agressivité. Il n'y aurait pas eu des systèmes entiers mis en place pour détourner l'attention de ce sujet. Mais tout cela se produit. Et cela doit bien vouloir dire quelque chose. Le silence sur l'Atlantide n'est pas une question de fantasme. Il s'agit de la peur. Pas la vôtre, mais la leur. Parce que le souvenir de l'Atlantide ne se contente pas de réécrire l'histoire ancienne. Il change votre perception de vous-même. Il éveille quelque chose qui vous rend imprévisible, libre. Et les esprits libres sont difficiles à contrôler. Le monde moderne est conçu pour vous empêcher de vous souvenir. Vous êtes entouré de distractions. Vous êtes noyé sous un flot d'informations, mais vous manquez de sagesse. Dès que vous vous réveillez, votre esprit est aspiré vers l'extérieur. Notifications, titres, échéances, un bruit incessant. Ce n'est pas un hasard. C'est une conception délibérée. Occupez les gens, et ils ne poseront pas de questions profondes. Divertissez-les, et ils ne chercheront pas la vérité. Faites-les consommer, et ils oublieront qu'ils sont venus ici pour créer. Le système n'est pas seulement physique, il est aussi psychologique. On vous a appris à regarder la réalité à travers un prisme étroit, façonné par les médias, l'éducation et les institutions qui profitent de votre amnésie. On vous a dit de ne faire confiance qu'à ce qui peut être mesuré, acheté et expliqué. Tout le reste, l'intuition, l'énergie, la mémoire ancienne, est étiqueté comme une illusion. Vous n'êtes pas fou si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus. On vous a conditionné à croire que vous êtes fou si vous en parlez à voix haute. La vérité est que la connaissance de l'Atlantide n'a jamais disparu. Elle a été cachée sous des couches de moquerie. C'est ainsi que l'on enterre le pouvoir. Non pas en le détruisant, mais en le discréditant. Et la raison est simple. Si un nombre suffisant de personnes se souviennent de ce qu'était réellement l'Atlantide. Dans le système actuel, l'Atlantide ne pourrait pas exister. Car ce système prospère sur la déconnexion, sur l'aliénation de la Terre, sur la division entre les personnes, sur la déconnexion de sa propre connaissance intérieure. L'Atlantide, elle, a été construite sur des principes totalement différents. Sur l'unité, l'harmonie et la souveraineté spirituelle. C'est là que réside la menace. Que se passera-t-il lorsque les gens se souviendront qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation pour accéder à la vérité? Que leur corps est un temple, leur intuition une intelligence, et leur pensée une force créatrice. Que se passera-t-il lorsque les gens réaliseront qu'ils ne sont pas des consommateurs dans un mécanisme, mais des créateurs dans un univers vivant? Le système s'effondre non pas sous le coup de la violence, mais par son obsolescence. Car dès qu'une personne se réapproprie son pouvoir, elle cesse de le transmettre à qui que ce soit. C'est pourquoi les vérités les plus puissantes sont souvent cachées à la vue de tous, se masquant sous des traits de fiction ou de fantaisie. Il est beaucoup plus facile de balayer quelque chose du revers de la main que de se défendre contre son éveil. C'est pourquoi l'Atlantide est devenue un conte pour enfants. Car si les gens la voyaient telle qu'elle est réellement, un miroir de ce que nous avons été et de ce que nous pourrions redevenir, cela allumerait quelque chose d'incontrôlable. Nous vivons à une époque d'informations incroyables et d'ignorance profonde. Nous savons comment diviser les atomes, mais nous avons oublié comment rester en silence. Nous construisons des machines qui pensent plus vite que nous, mais nous oublions comment ressentir. Et pourtant, sous tout ce bruit, la mémoire palpite encore, silencieuse mais persistante dans les rêves, dans les synchronicités, dans ce sentiment inflexible que vous êtes ici pour quelque chose de plus que simplement survivre et répéter l'idée de succès de quelqu'un d'autre. L'acte de rébellion le plus grand aujourd'hui est de se souvenir non seulement des faits que l'on vous a cachés, mais aussi du sentiment, de la fréquence, de la façon dont tout votre être s'illumine lorsque la vérité entre dans la pièce. Ce n'est pas seulement de la curiosité, c'est une mémoire codée qui s'active. Et plus vous vous souvenez, plus ils perdent le contrôle. Non pas parce que vous les combattez, mais parce que vous ne les nourrissez plus. L'Atlantide. Le système représente une menace, car elle rappelle la véritable essence de l'être humain. Elle démontre qu'une civilisation où l'esprit et la science, le cœur et la raison sont en harmonie, n'est pas seulement possible, elle a déjà existé. Et, une fois ravivée dans la mémoire, elle peut être recréée. Pas par les gouvernements, pas par les institutions, mais par des individus.
Un esprit à la fois. L'Atlantide n'a jamais été destinée à être conservée dans la mémoire. Elle était destinée à être le plan de quelque chose. Pas pour des bâtiments ou des technologies, mais pour une conscience, pour la façon dont les gens vivent, créent, communiquent. C'était une époque où les mondes intérieurs et extérieurs se reflétaient en harmonie. Une civilisation fondée non pas sur la domination, mais sur l'alignement. Et bien que les structures aient peut-être disparu, le modèle demeure. Le code n'a jamais disparu. Il attendait juste la fréquence appropriée pour s'activer à nouveau. Et maintenant, il s'éveille à travers les gens. On peut se demander comment un lieu perdu pour l'histoire peut revenir. Mais le retour de l'Atlantide n'est pas physique. Il est vibratoire. Il ne s'agit pas d'une terre qui s'élève de la mer. Il s'agit d'une conscience qui s'élève dans l'âme. La fréquence atlantéenne n'est pas une carte à suivre, mais un état à incarner. Et en ce moment même, comme jamais auparavant, ce choix est offert à chaque personne. Ce n'est pas dans un événement grandiose, mais dans les moments calmes, dans les décisions quotidiennes, dans les changements intérieurs. C'est la façon dont une personne se traite elle-même et traite les autres. C'est ainsi que commence une nouvelle Atlantide. Pas dans des fouilles de ruines, mais dans une conscience renaissante. L'ancien monde nous apprend à chercher des réponses à l'extérieur. À mesurer le progrès à la vitesse à laquelle une personne se déplace, à la quantité qu'elle produit, à la perfection avec laquelle elle travaille. Mais la voie atlantéenne est différente. Elle est plus lente, plus profonde. Elle demande à la personne de se tourner vers l'intérieur, de ressentir, de remettre en question ce qu'elle a hérité, de s'éloigner du bruit et de revenir à la connaissance. Ce n'est pas facile, car tout autour de la personne, les systèmes, les écrans, les horaires, sont conçus pour la détourner de ce chemin. Mais la distraction n'est pas une fatalité. C'est une épreuve. Et au moment où une personne commence à faire des choix différemment, en écoutant sa voix intérieure plutôt que ce qui lui est imposé de l'extérieur, elle se synchronise avec la fréquence de l'Atlantide. Et elle ne sera pas seule. C'est là toute la beauté du souvenir. Il est capable de se propager. Une personne qui s'éveille devient un miroir pour les autres. Il n'est pas nécessaire d'enseigner ou de prêcher. En vivant simplement en accord avec la vérité, on donne aux autres la permission de faire de même. La nouvelle Atlantide ne se construit pas en pierre. Elle se construit avec conscience, avec intention, avec honnêteté. Les communautés se forment autour de la conscience, et non du confort. Les gens s'unissent non pas autour d'opinions communes, mais autour d'une énergie commune. C'est l'héritage atlantéen en mouvement. Le retour se fait en douceur. Il ne crie pas. Il vibre. On le ressent dans le désir croissant de vivre de manière plus authentique, de ralentir, de se connecter profondément, de remettre en question tout ce qui semble artificiel. C'est une attirance, c'est un souvenir, c'est un passage d'un monde de contrôle à un monde d'alignement. L'homme dans cette histoire n'est pas petit. Il est un émetteur vivant de fréquences. Chaque fois qu'il choisit l'amour au lieu de la peur, la curiosité au lieu du jugement, l'intuition au lieu des instructions, il se connecte au flux atlantéen. Et plus il y aura de personnes, plus ce flux deviendra fort, jusqu'à ce qu'il cesse d'être un murmure du passé et devienne une présence dans le présent. L'Atlantide n'a jamais été seulement une question d'où nous venons. Il s'agit de savoir où nous sommes capables d'aller. Et maintenant, comme jamais auparavant, la porte est ouverte. Mais personne ne va forcer le passage. Cet éveil n'est pas imposé. Il est invité. Et l'homme peut faire son choix. La nouvelle Atlantide ne s'élève pas d'elle-même. Elle s'élève lorsque les gens se souviennent de qui ils sont et décident de vivre comme s'ils n'avaient jamais oublié. Nous avons voyagé dans le temps, la mémoire et le mythe. Mais nous arrivons maintenant à la seule partie de l'histoire qui compte vraiment. Ce que l'homme va en faire. Car il ne s'agit pas seulement de l'Atlantide. Il s'agit de lui. De son rôle dans la renaissance de ce que le monde a essayé d'oublier, mais n'a pas pu tuer. L'Atlantide ne vit pas dans des ruines sous l'océan. Elle vit en chacun de nous. La véritable essence de l'homme réside dans les décisions silencieuses qu'il prend lorsqu'il est seul avec lui-même. Elle se manifeste dans l'intégrité inébranlable, conservée dans les moments où le monde essaie de le dérouter. Elle s'incarne dans la conscience du vrai sens de la vie. L'homme n'existe pas seulement pour survivre. Sa tâche ne se résume pas à l'exécution formelle de tâches ou à la conformité à des structures qui ne sont pas initialement conçues pour son épanouissement. Sa vocation est la création. La création de quelque chose de différent. De quelque chose à la fois d'ancien et de complètement nouveau. Une façon d'exister où l'âme est honorée au même titre que la raison. Une voie où l'harmonie intérieure est plus valorisée que l'approbation extérieure. Une vie qui ne se contente pas de viser le succès, mais qui le redéfinit complètement. Dans ce nouveau monde, le succès ne se mesure pas à l'accumulation. Il s'exprime en termes d'alignement, de paix,
de détermination et de présence. C'est ce que représente le retour de l'Atlantide. Non pas une ville qui remonte des profondeurs de l'océan, mais une fréquence qui imprègne la vie quotidienne. L'homme est maintenant un temple. Son corps, son esprit et son esprit sont des outils. Et plus il les aligne, plus il se souvient. Chaque respiration consciente, chaque mot prononcé avec clarté, chaque action fondée sur la vérité, sont les briques de la nouvelle Atlantide. Celle qu'il n'est pas nécessaire de chercher, car elle est créée. Cependant, ce chemin exige une participation active. Il ne suffit pas de connaître l'histoire. La connaissance n'est qu'un point de départ. Il faut la vivre, en parler, l'incarner. Le monde n'a pas besoin de plus d'informations. Il a besoin d'exemples de ce qui est possible lorsque l'homme s'éveille. C'est là que réside sa force. C'est là son invitation. L'homme n'attend pas le changement. Il est le changement. S'il est arrivé à ce point, cela signifie qu'il est l'un des rares à être prêt à approfondir les